Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion, c'est le magazine des convictions qui s'échangent, qui sont en débat. Aujourd'hui, nous avons... Bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes saxophoniste, vous avez là sur les genoux un saxophone tout à fait extraordinaire. Il est noir, c'est un peu curieux. Bon, c'était un petit caprice à un moment donné. J'avais envie de me payer un instrument en couleur, ça a commencé à se faire. Et j'avais eu la possibilité de plusieurs couleurs et j'ai choisi celle-là. Alors Moreno Elmi, vous participez aux activités, vous jouez dans le cadre d'un groupe qui s'appelle Be Connected, et ce groupe a la particularité d'avoir dernièrement fait une tournée en Chine. Alors pourquoi la Chine? Alors c'était tout à fait une circonstance, un producteur, organisateur de concerts qui avait été demandé par la Chine de faire un festival des arts, avait déjà fait cette expérience en Russie et en Tchécoslovaquie. Et sur la demande du gouvernement chinois, on lui a demandé d'organiser la même chose en Chine. Alors il est venu prospecter ici en Suisse pour trouver un groupe qui aurait correspondu à ses désirs. Et il a écouté plusieurs disques, et il est tombé sur le nôtre. Et il vous a choisi. Il nous a choisi. Et comment s'est passée cette tournée? Parce qu'on peut imaginer que d'ordinaire, ce sont plutôt les touristes ou les businessmen qui vont en Chine, mais des musiciens, qu'est-ce qu'on peut aller faire en Chine en tant que musicien? Alors simplement faire déjà découvrir notre art, ce qu'on a. Donc dans ce festival, il y avait beaucoup d'art représenté. Vous aviez la peinture, la danse, la musique classique, il y avait du théâtre, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans les arts en général. Et le but était de contacter les personnes, rentrer en relation avec eux, échanger nos arts, échanger nos cultures. Et comment s'est passée cette rencontre avec la culture chinoise? Parce que j'imagine que votre groupe Be Connected, qui joue du jazz rock, n'est pas nécessairement un groupe très connu sur place et dont la musique n'est pas nécessairement très pratiquée par les Chinois, ou bien? Non, on nous avait prévenu d'ailleurs, on nous a dit attendez-vous à rien du tout, parce que c'est une musique qu'ils ne connaissent pas. Alors, nous avons été surpris en bien, étant donné que l'impact a été superbe. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas du tout la réaction que les gens allaient avoir. Et ce qui les a vraiment intrigués, c'était cet aspect d'improvisation. Alors, j'ai pu leur apprendre qu'avant leur régime, l'improvisation existait dans leur musique, mais ça fait longtemps qu'elle était abolie, évidemment. Et alors là, ils ont été tout à fait surpris d'entendre que c'était possible, en connaissant les bases et le concept de l'improvisation, de la musique de jazz, ils pouvaient une fois peut-être faire un jazz chinois. Donc ça leur a beaucoup plu, séduit cette possibilité. Est-ce que les contacts sur place ont été faciles? Est-ce que finalement le gouvernement s'est montré très réservé par rapport à cette démarche quelque part très, très occidentale de mise en avant d'un style de musique qui est très occidental et qui peut-être n'a pas grand-chose à voir avec la culture chinoise? Non, dans le sens que notre groupe a été un petit peu, comment dire, noyé dans l'ensemble des arts représentés. Donc il y a une ouverture assez extraordinaire. D'ailleurs, pour l'ensemble du résultat, le ministre de la Culture chinoise est venu à la fin, dans notre soirée de clôture, dire qu'il avait trouvé qu'on avait plus fait avec l'échange des arts pour le rapprochement des deux peuples que depuis des années où les gens essayent diplomatiquement, quoi. Alors il y a un fruit de cette tournée, c'est un disque, un CD qui vient de sortir. Ce CD s'appelle Switzerland to China Live et vous avez effectivement toute une série de plages sur ce CD qui sont des plages enregistrées sur place. Oui, on a 3 morceaux choisis, enregistrés sur place. Et comment se comporte le public chinois? Est-ce qu'il est très différent du public suisse ou occidental? Alors, il est très enthousiaste. C'est vrai qu'ici, on a l'habitude d'écouter un peu de tout. Les gens ont tellement d'habitude, ils sont surchargés de musique, de styles différents, que tout d'un coup, là-bas, c'est vrai que comme c'était nouveau et que ça a plu, on avait l'impression d'apporter vraiment quelque chose, de servir à quelque chose. Des fois, ici, on a un peu l'impression qu'on fait quelque chose... Vous êtes une musique parmi d'autres. Une musique parmi d'autres, où les gens sont déjà habitués à cette musique, alors que là-bas, vraiment, c'était une découverte autant pour eux que pour nous. Alors malheureusement, nous n'avons pas d'image de votre tournée en Chine, mais nous avons quelques images d'une tournée que vous avez faite ici en Suisse. Là, vous n'avez pas de parole. On n'a pas de parole. Mais je crois que Dieu peut faire de grandes choses à travers les instruments, sans parole aussi. Un invité qui s'appelle Moreno Elmi, il est saxophoniste. Moreno Elmi.
y a certainement une raison. Je vois quand je vais en Israël, à Auschwitz, c'est les chrétiens. La Shoah, c'est les chrétiens. Alors évidemment, c'est difficile de leur expliquer déjà que Jésus, il y a pour beaucoup de juifs... Moreno Helmy, quand vous vous voyez comme ça jouer du saxophone, que vous regardez ce splendide instrument que vous avez entre les mains, finalement, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous suggère concrètement de regarder cet instrument, de vous regarder sur ce clip que nous venons de voir? Bon, il y a tout un souvenir qui vient de l'enfance aussi, du fait que mon père était déjà musicien saxophoniste. Donc on peut dire là concrètement que vous êtes tombé dans la marmite saxophone de tout petit. Exactement. Et c'est vrai que j'ai voyagé avec mon père qui était sur scène déjà. Alors je peux plutôt vous parler d'une réflexion qu'il m'avait faite lui. La fois, il était venu me voir jouer à un concert en me disant, ça me fait tout drôle de me voir à ton tour, de venir moi comme public, alors que toi tu joues, alors que c'est moi qui l'avais été pendant des années. J'imagine que ça devait être assez redoutable d'entendre l'appréciation de son propre père par rapport à sa manière de jouer du saxophone. Il était content? Il était content, mais surtout, c'est vrai que c'était un peu redoutable, comme vous dites, parce que c'est vrai que c'était, comme tous les musiciens de sa génération, quelqu'un qui était extrêmement bon, quoi. Tous les gens de cette époque avaient... Vous savez, la diffusion n'existait pas, hein. Il n'y avait pas de disques, de choses comme on a maintenant, donc les gens devaient tous savoir jouer, ils devaient tous savoir lire, donc il était à un niveau avec ses collègues énorme. Alors c'est vrai que c'était un peu redoutable de me retrouver devant lui avec ce que je pouvais apporter. Mais il jouait un peu le même style de musique que vous, ou bien il était dans un tout autre genre? Non, il avait fait de la musique de jazz, donc depuis le départ, l'époque de Charlie Parker, tout ce qui arrivait en Suisse après-guerre, quoi. Donc il était spécialisé là-dedans, mais il savait aussi jouer classique, folklore de tout type, hongrois et autres, à la clarinette, il pouvait faire de la musique classique. Il savait vraiment tout jouer, quoi. Donc finalement, quand vous prenez cet instrument, quelque part, vous êtes un peu en continuité avec une lignée familiale. Oui, c'est ça. C'est un petit peu l'impression que j'en ai. Et c'est vrai que aussi, c'est un instrument qui se rapproche beaucoup de la voix. Donc ça, c'est une chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a un timbre qu'on doit un petit peu moduler avec le souffle, avec la colonne d'air. Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup dans cet instrument. Et puis votre père, est-ce qu'il vous a donné d'autres choses fondamentales qui vous ont permis de vous construire? On vient de voir le saxophone, qui est un élément fondamental de votre existence, mais est-ce qu'il vous a livré un héritage ailleurs, dans un autre domaine, dans un domaine de conviction, de foi peut-être? Deux fois, je ne dirais pas directement, mais c'est vrai que, étant donné nos origines dans la famille, c'est vrai qu'il avait quand même beaucoup de réflexions, de messages infraverbaux comme ça. Une fois, je l'ai entendu dire dans une discussion qu'on avait à la maison, par exemple, au niveau de la valeur, hein, simplement, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, cette réflexion m'a beaucoup suivi et aidé, c'est même si je dormais sous les ponts, j'aurais toujours une immense valeur. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup travaillé, c'est-à-dire simplement pour mettre ma valeur dans d'autres domaines que peut-être le domaine matériel. Donc finalement, ça vous a incité à envisager un peu une vie de saltimbanque, une vie d'artiste, j'imagine, où il n'est pas toujours facile de nouer les deux bouts. Non, c'est vrai, mais à partir de cette réflexion, mais aussi d'avoir vécu dans un milieu, dans un contexte d'artiste, c'est vrai qu'on est préparé. C'est-à-dire qu'on n'a plus tellement d'illusions dans le sens justement matériel. On sait que c'est possible, hein, mais on sait aussi que c'est pas facile, on est préparé à ça. Donc on trouve nos valeurs dans d'autres domaines, effectivement. Pour échapper en quelque sorte à la précarité de l'existence d'artiste, vous enseignez, vous avez même fondé une école. Oui, c'est ça. Alors je vous propose de voir quelques images. De cours, j'apprends aux gens ce qu'ils veulent, c'est-à-dire à jouer de la musique. 1, 2, 3, 4. Presque, encore une fois. Avec la clé. Pendant les heures. Pourquoi être prof de musique? Parce que c'est mon métier depuis maintenant 22 ans. J'ai été prof à plusieurs écoles, à l'école de jazz, en privé. Et puis maintenant, en ayant la direction de l'école Psalmodia, je continue à donner des cours tout en m'occupant de l'école en tant que directeur. Faire un maximum de choses par rapport à la musique, à répondre à leurs questions, mais comme l'éthique de Psalmodia le demande, tout en nous intéressant aux gens aussi et pas être là seulement pour gagner notre vie. La musique, c'est votre passion? C'est une de mes passions.
Et c'est sympa. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait beaucoup travailler l'impro, de sa manière de jouer du saxophone. Humainement, c'est quelqu'un de génial. Mon métier aussi, là, je le répète, c'est mon métier avant tout, et puis qu'il y ait une passion en plus. De toute façon, on peut causer de tout avec lui, et puis je trouve qu'il est très compétent aussi dans son... Et puis, ouais, enfin moi, les notes, la lecture de notes, bon, on en fait aussi, mais ce que j'apprécie le plus, c'est quand même l'impro. Alors Moreno Elmi, on vient de vous voir au milieu des élèves qui fréquentent votre école ici à Yverdon. Alors lorsque vous parlez de votre carrière de saxophoniste ou de professeur de musique, souvent vous évoquez deux périodes. Il y a comme un avant et un après. Pourquoi cela ? Parce qu'on a une période de musicien avec l'apprentissage du métier, avec le fait de rentrer dans le monde du spectacle au niveau scénique, au niveau de l'approche avec les autres musiciens, avec le public. Et en ce qui me concerne, c'est une approche avant aussi une découverte de la foi et après. C'est-à-dire que j'ai été compositeur, musicien professionnel, concertiste, j'ai voyagé un peu dans toute l'Europe avec des groupes, j'ai fait un peu tous les styles de musique. J'ai été professeur à l'école de jazz à l'EJMA aussi, etc. J'ai fait plusieurs disques, mais tout ça avec une éthique propre, si vous voulez, au milieu des musiciens, qui est un petit peu spirituellement, par exemple, touché à tout, s'intéresser à beaucoup de domaines, essayer de chercher quelque chose spirituellement, finalement, ce que tous les artistes font dans leur art. Hein. Et là maintenant, vous n'êtes plus intéressé à toute une série de domaines ? Alors, je suis toujours intéressé, mais par contre, j'ai trouvé un chemin. Et évidemment, on a découlé sur ma manière de composer, sur l'art en général, sur ma Donc, manière d'art. cette découverte de la foi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a entraîné une modification dans votre manière d'appréhender la musique ? Oui, dans le sens que je ne joue déjà plus pour moi-même. Je joue aussi pour échanger quelque chose avec les gens. Je joue pour un hommage à Dieu aussi. Je n'ai plus besoin non plus d'avoir mon identité uniquement dans la musique, ce qui est un soulagement énorme, parce qu'avant j'avais toujours l'impression que Moreno n'existerait plus si je n'avais plus de saxophone. Alors c'est vrai que j'ai appris d'abord à découvrir que j'avais une valeur en tant que personne, malgré la phrase de mon père qui m'a suivi comme toute ma vie, qui m'a aidé. Mais c'est vrai qu'en tant que musicien, on a souvent tendance à mettre notre identité dans l'art ou dans l'instrument. Oui, parce que finalement, vous êtes dans la musique, lorsqu'on est artiste comme vous, à un haut niveau, vous êtes dans une logique de compétition tout à fait effrénée. Mais qui reste, d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément malsain d'être compétitif. Hein. Au contraire, je crois que si on fait notre art pour le public et pour les autres artistes le mieux possible, je pense qu'on peut faire la même chose quand on le fait pour Dieu, ou pour échanger quelque chose, ou donner un message aux autres. Donc finalement, vous n'êtes pas moins motivé pour vos gammes de saxophonistes maintenant qu'avant que vous fassiez votre découverte spirituelle ? Non, bien sûr que non. Vous en faites toujours autant ? J'en fais encore. Peut-être pas autant, mais j'en fais encore. Alors, on a entendu parler tout à l'heure de votre père. On n'a pas encore tout à fait développé le style de musique que vous jouez actuellement. On l'a défini comme étant un style jazz rock. Alors, en quoi est-ce que ça consiste concrètement, ce style-là ? Alors, ça consiste à continuer l'évolution du jazz. Donc le jazz a évolué, comme toutes les musiques, hein, depuis l'époque blues, New Orleans, ou les grandes périodes de swing avec les grandes formations, big band. Après, vous avez les petites formations plus modernes, Charlie Parker, Coltrane et autres. Après, il y a eu l'arrivée des instruments électriques. Donc le jazz, le précurseur a été Miles Davis, en fait, qui a commencé à introduire tous les éléments nouveaux, qui a suivi vraiment l'évolution aussi des instruments et des styles, pour l'introduire dans le jazz, si vous voulez, pour en faire sa propre musique, ce qui a beaucoup influencé les jeunes musiciens. Et c'est vrai que ça a été un peu des maîtres pour moi, Miles Davis, dans son sens de concept, peut-être pas forcément instrumentalement, il n'est pas saxophoniste, mais dans le concept, ça m'a toujours beaucoup attiré. Donc le jazz rock, ou la fusion, est simplement un mélange d'instruments actuels avec des rythmes
rock, funk ou acid jazz maintenant. D'ailleurs, on introduit dans Be Connected des rythmes acid jazz avec des compositions par-dessus qui font penser beaucoup au jazz au niveau de la complexité des thèmes, mais aussi de l'improvisation, une grande place d'improvisation qui reste typique au jazz. Alors est-ce que finalement dans cette musique que vous pratiquez aujourd'hui, on peut sentir un peu de votre découverte spirituelle ? Alors avec Be Connected, en tout cas avec le leader Eugène Montenero, qui est le compositeur d'une partie des thèmes et moi de l'autre partie, ça c'est clair qu'on a envie de passer le message à travers nos musiques. On espère, on prie pour ça, que Dieu agisse à travers nos instruments. Mais qu'est-ce que vous essayez concrètement de transmettre au travers de la musique ? Alors nous, on essaie de transmettre l'unité qu'on a ensemble, la vie qu'on partage ensemble, ce qu'on a en nous, est-ce que aussi, malgré nous, Dieu peut transmettre aux autres, sans qu'on le sache vraiment. Et finalement, ce que vous cherchez à transmettre, s'il fallait y donner un nom, quel nom faudrait-il donner ? Je pense que c'est l'espoir et l'amour. Et l'amour qui se cristallise autour de quoi ? Qui se réalise autour d'une vie en commun, de partager avec les autres ce qu'on peut leur apporter, ce que les autres peuvent nous apporter aussi, et dans la vérité. C'est-à-dire être intègre autant dans les discussions qu'on peut avoir avec les personnes qui viennent nous voir au concert ou le personnel, mais aussi intègre dans la musique qu'on fait. C'est-à-dire sans sacrifice, quoi. On fait la musique qu'on a envie, qui nous vient, sans fioriture, sans essayer d'arranger ce que les gens aimeront pas. On essaie d'être le plus vrai possible, là aussi. Je vous propose de vous voir à nouveau en concert. D'accord. Attention chouchou. Vous démarrez dans quelques instants là? Dans un quart d'heure. Il y a encore du temps, hein? Un petit peu de temps. On a le temps de boire une bière. Ça va avec ton équipe là? Ça va bien. Super, on est très contents. Ah, je suis content. Mais être chrétien ou trouver le Christ et avoir des bases juives, c'est quand même assez dur ou assez difficile ou en tout cas assez rare. Non, je pense pas. Je pense pas que ça soit incompatible. C'est vrai que par contre, pour les juifs de religion ou qui ont eu cet héritage de génération en génération, c'est pas comme moi qui l'ai découvert à travers la parole. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai découvert mes racines à travers ma conversion. Pourquoi tu portes une chaîne avec une étoile dedans? C'est simplement mes origines du côté de mon père. Du côté de mon père, on était juifs. De sang. Et c'est vrai que c'est un retour aussi un peu dans mon éthique et dans mes racines, d'avoir découvert la foi, la Bible. Maintenant d'ailleurs j'apprends l'hébreu, je m'intéresse au Talmud, puisque c'est comme des pensées de sages et de rabbins sur la parole. Donc c'est un retour aux racines un peu. J'ai trouvé le nom de ma famille dans la Bible. Alors évidemment, pour des juifs qui sont ancrés dans la religion juive, il y a un long conflit, une peur, étant donné que pour la souffrance que les chrétiens leur ont fait subir pendant l'histoire des juifs, que c'était quelqu'un qui parlait exactement dans leur propre langage. Moreno Elmi, vous venez de nous le dire, ce morceau que l'on vient d'entendre s'appelle d'un nom particulier. Golgotha. Et Golgotha, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie pour moi un moment de l'histoire qui a été très important. C'est un moment où il y a le sacrifice de la croix de Jésus pour le salut du monde. Mais Golgotha, c'est avant tout le nom d'un lieu. C'est un lieu en Israël, à Jérusalem même, symboliquement représenté par une montagne en forme de crâne. Donc je vais régulièrement voir. En Israël, vous conduisez des voyages là-bas ? Oui, chaque année. Et puis, donc finalement, pourquoi un titre de morceau comme cela, Golgotha ? Comme artiste, on essaie toujours de représenter avec notre art ce qu'on ressent dans ce qu'on découvre. Alors c'est vrai que comme je vous le disais, c'est un morceau, un moment de l'histoire qui est important pour moi, j'essaie de le représenter en musique.
Alors évidemment, c'est un moment un peu intensif, un peu dramatique dans ce morceau. Et je pense que c'est un moment de bonheur pour le futur, mais sur le moment, c'était plutôt quelque chose de dramatique, intense en tout cas. On a entendu tout à l'heure, et vous l'avez aujourd'hui, votre étoile de David sur le torse. Finalement, est-ce que c'est pas difficile, est-ce que c'est pas complètement contradictoire d'un côté d'avoir des convictions chrétiennes et en même temps de porter, d'arborer une étoile de David? Non, je ne crois pas, dans le sens que nous sommes la suite, je dirais, pas le remplacement. C'est ce qui fait d'ailleurs très peur aux Juifs, c'est l'idée du remplacement. On ne remplace pas le peuple d'Israël, enfin c'est ce que je pense. Mais je crois qu'il y a une continuation ou une possibilité, Dieu fait la grâce aux autres peuples d'adhérer à ce que Israël a par le sang du Christ. C'est un peu, donc je ne pense pas forcément incompatible. Je crois que c'est une suite. Je pense que l'étoile de David reste le symbole du peuple juif, de sa force. Et je pense qu'on peut le rajouter à la croix sans autre. Mais là, vous êtes quelque part en train de choquer nombre de personnes qui, quelque part, voient dans ces deux symboles des symboles tout à fait antagonistes. C'est possible des deux côtés d'ailleurs, mais je connais aussi pas beaucoup de personnes qui sont tout à fait touchées. Le fait de lire par exemple l'Ancien Testament ou le Premier Testament, comme disent les Juifs, pour pas avoir une connotation d'ancienneté justement, ceux qui le comprennent bien ne peuvent que comprendre que tout découle de ce moment-là. D'ailleurs, je suis des cours avec un monsieur extraordinaire qui est professeur d'Ancien Testament à l'université de Fribourg, qui trouve dans ses conférences, qui nous dit l'évangile pour moi c'est le Premier Testament et le deuxième est l'accomplissement. C'est un monsieur juif, il s'appelle Jonathan Goldman. Et ce monsieur vous permet quelque part aussi dans le même temps d'approfondir vos racines juives parce que, comme vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes d'un père qui était juif lui-même? Qui était juif, mais pas religieux, comme j'ai dit tout à l'heure, de sang. C'est-à-dire qu'on est juif d'origine, mais pas de religion. Mais finalement, il vous a quand même transmis un enseignement pour vous permettre de développer vos convictions juives. Oui, je pense que de toute manière, il y a la mémoire collective qui rentre en action. Je suis convaincu de ça. Mais de manière consciente, est-ce qu'il vous a donné un enseignement? Il vous a emmené à la synagogue pour découvrir... Non, ça jamais. Et pourquoi cela? Parce que je pense que ma famille ayant fui l'Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'arrivée des Allemands, mes grands-parents avaient décidé d'abolir ce fait-là. Donc pour tout le monde, ils étaient italiens. Et c'est vrai que mon père a dû avoir juste une ou deux allusions, mais pas quelque chose de très concret à ce niveau-là. Mais c'est moi qui l'ai ramené un petit peu dans la famille en retrouvant dans la Bible le nom de ma grand-mère. Et votre grand-mère s'appelle? Néri. Uh-huh. On trouve dans la généalogie de Luc, par exemple, les Néri, entre David et Jésus, qui est une famille, c'est un diminutif de Néria, qui est une famille qui vit à l'époque de Jérémie. Et en continuant, on arrive à la tribu de Benjamin. Donc il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, c'est que en découvrant le message spirituel chrétien, en même temps, cela vous permet de reprendre conscience de vos racines. Tout à fait. Et c'est aussi ce qui me permet d'en parler à mes amis juifs. C'est le fait d'abord d'être d'origine juive qui me permet de placer le fait de ma manière de voir le Christ. Vous nous disiez tout à l'heure aussi, vous apprenez l'hébreu. Vous lisez aussi le Talmud. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte, tout ça, dans votre conviction chrétienne aujourd'hui? Alors ça m'apporte la même chose que si je vais acheter un livre à une librairie chrétienne pour approfondir un passage, par exemple, du Nouveau Testament. Le Talmud, pour moi, sont vraiment des pensées, des réflexions de grands sages, de rabbins, qui ont passé leur vie à étudier ce que Dieu a bien voulu dire avec l'étymologie des mots, etc. Donc c'est vrai que ça m'apporte une richesse énorme, mais je retrouve aussi des réflexions, par exemple, que mon père m'a donné. En plus de la phrase que je vous partageais tout à l'heure, j'ai retrouvé dans le Talmud quelque chose qu'il m'avait dit, qui m'a aussi aidé d'ailleurs longtemps dans ma vie, c'était d'avancer dans le futur, pas face au futur, puisque c'est le néant, et on ne sait pas du tout ce qu'on va découvrir, donc c'est un peu, on va se casser la figure, enfin on peut penser ça. Il disait qu'on peut avancer dans le futur, c'est-à-dire dans le néant, dos au néant, mais face à ce qu'on a vécu. Donc à reculons, quelque part. À reculons, avancer à reculons dans le futur, parce qu'on a devant nous, d'où l'importance des généalogies pour les Juifs dans l'Ancien Testament. L'importance d'une certaine tradition, quelque part, dans laquelle on s'inscrit. Et on a aussi tout ce qui a été bénéfique, agréable, désagréable, les gens qui étaient sympas, moins sympas avec nous, qui nous ont aidés ou laissés de côté. Tout ce bagage-là nous permet d'avancer avec quelque chose de solide dans le futur, dans ce néant. Mais finalement, en contemplant la richesse
du judaïsme, est-ce qu'à certains égards, vous ne regrettez pas d'avoir d'abord bénéficié de cet héritage-là? Est-ce que vous n'entretenez pas, par rapport à ce patrimoine tout à fait exceptionnel, une certaine nostalgie? Non, parce que je le découvre maintenant donc, avec des yeux neufs, on peut le dire, mais aussi avec la liberté de l'Évangile. C'est-à-dire que je peux découvrir toute cette tradition judaïque qui m'attire beaucoup, qui me plaît beaucoup, comme obéissance à Dieu, mais sans avoir l'impression de désobéir à Dieu si je ne peux pas le vivre à 100% dans les fêtes, si vous voulez. Et puis aujourd'hui, vous allez régulièrement en Israël. Et qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver sur cette terre tout à fait particulière? Alors évidemment, j'ai l'impression de retourner chez moi. Alors ça, c'est clair que ça doit faire partie de la mémoire collective dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai que j'ai l'impression d'arriver à la maison, d'être familier. Pourtant, voyagé 4 fois seulement là-bas. Chaque fois, j'ai l'impression de retrouver les lieux, de les connaître. J'aime beaucoup les gens en Israël, dans leur façon de vivre, cet aspect vivant. En même temps, c'est comme des gens qui ont retrouvé leur patrie, qui représentent quand même les prophéties de Dieu accomplies. Et là, vous avez encore de la famille sur place? Vous avez réussi à renouer quelque part des liens avec des... Pas du tout. J'ai renoué des liens. Un peu affectifs comme ça, mais pas... Avec des amis, des personnes que je rencontre là-bas. Mais c'est vrai que de la famille, je crois que... on ne sait jamais, mais je ne crois pas qu'il y en ait pour l'instant. Notre famille était en Italie, et du côté de mon grand-père, c'était des Juifs d'Égypte. Donc Helmi, ça vient du rêve Ralom, mon nom de famille, qui vient rêve, qui était d'une famille de Juifs égyptiens. Mais là, on ne retrouve pas ce nom dans la Bible, contrairement au nom de ma grand-mère. Alors, il faudrait que je fasse des recherches un peu compliquées. Et ça, c'est encore peut-être à envisager dans le futur? Peut-être, si le temps me le permet. Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de réflexion. Merci à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Réflexion, c'est une émission qui échange des convictions, et nous avions aujourd'hui Moreno Helmi, saxophoniste, qui parlait de ce qu'il habite au plus profond.